Monsieur le Président, cher Dominique, cher Alain, merci à tous pour votre invitation. Et bonjour à tous qui est derrière vos écrans. Alors si je peux avoir la première diapositive. Donc effectivement, j'ai la tâche assez lourde de vous résumer l'état des connaissances sur Covid et cancer qui change à peu près tous les 15 jours. Donc je vais vous livrer une espèce de synthèse de ce que nous pensons savoir aujourd'hui, en sachant que tous ces indicateurs que je vais rappeler sont quand même très mouvants. Et puis il y a d'autres dimensions que je vais essayer d'aborder qui sont des dimensions d'organisation des soins, y compris en réfléchissant un tout petit peu à la fin sur l'impact social du point de vue du cancérologue que je suis de cette pandémie. Alors, on va aborder la question de deux manières finalement, et on peut, je pense, l'aborder de deux manières qui sont, dans un sens, finalement, comment la maladie cancéreuse sous-jacente va influer sur la maladie Covid-19 et à l'inverse, comment la maladie Covid-19 ou le contexte pandémique Covid-19, ce qui est un autre aspect, va influer sur la prise en charge et le devenir de nos patients atteints de cancer ou susceptibles d'être diagnostiqués pour un cancer. Donc première partie de l'exposé, comment la Covid-19 est impactée plus exactement par l'existence d'une pathologie cancéreuse sous-jacente. Alors pourquoi la question est pertinente? Elle est pertinente pour un ensemble de raisons qui sont liées au fait qu'il y a une multitude de modifications cliniques, métaboliques, médicamenteuses, sociales chez le patient atteint de cancer qui, on le sait historiquement, sont associées de toutes les façons à un risque d'infection et d'infection sévère plus fréquent. La mortalité par cancer, de manière générale, Covid-19 ou pas, est en partie expliquée par les complications infectieuses liées à la maladie, liées aux modifications secondaires à la maladie elle-même et liées aux modifications induites par les traitements. Donc en ce sens, la question est absolument pertinente. Alors j'ai isolé finalement trois grands types de questions. Le premier, c'est est-ce que finalement quand on a un cancer, est-ce qu'on fait une maladie Covid-19 de manière plus fréquente que la population générale? Si on contracte la Covid-19, est-ce que c'est plus grave? Qui est une question qui reste quand même beaucoup dans les esprits. Et puis d'un point de vue thérapeutique, j'entends par là thérapeutique de la maladie Covid, mais aussi thérapeutique du cancer, est-ce qu'il y a des impacts de cette interaction entre les deux maladies? Alors, je vous demande juste de regarder les quelques chiffres que je vais vous montrer avec pas mal de précautions, parce qu'encore une fois, ces données-là sont fluctuantes. Arnaud Fontanet vient de le rappeler, les données épidémiologiques sont très variables au fur et à mesure des mois que nous recueillons les événements, et puis la manière de recueillir ces chiffres aussi les fait varier eux-mêmes. Néanmoins, en tous les cas, au début de la maladie, donc pour les publications d'il y a à peu près un an, l'impression qu'on avait, c'est qu'en cumulant l'ensemble des données, plutôt que de vous infliger un grand nombre d'études, il y avait à peu près de 1,5, 2 fois, jusqu'à 10 fois plus dans certains papiers, d'incidence de la maladie Covid-19, voire même de prévalence, c'est-à-dire de nouveaux cas ou de cas simultanés à un moment où on se parle, chez les patients atteints de cancer par rapport à la population générale. Ce qui donc laissait supposer une fragilité accrue à la maladie Covid, ce qui n'est pas forcément étonnant. Ce sont des malades plus fragiles. Il y a souvent une effraction des muqueuses qui peut laisser l'accès au virus de manière plus fréquente, même si d'ailleurs c'est des patients qui parfois se protègent un petit peu plus. Donc une alerte, si vous voulez, qui nous a été très très vite donnée. La deuxième question est celle de la gravité. Autrement dit, est-ce que les patients atteints de cancer font des maladies Covid-19 plus sévères? Alors vous avez là, vous voyez, des listes infernales de papiers qui parfois reprennent 20 malades, 30 malades, parfois 100, parfois quelques milliers, donc tout ça est assez hétérogène, avec finalement un chiffre qui est le chiffre sur lequel on s'est appuyé au début, qui est ce chiffre de létalité, c'est-à-dire de mortalité par Covid-19 chez les gens dont on sait qu'ils sont atteints, de l'ordre de 20-25%. Alors ça peut paraître énorme, ce chiffre-là signifie, grosso modo, que 20% des patients atteints de cancer qui développent la Covid vont décéder des complications de la Covid-19. Donc c'est assez considérable, vous en conviendrez. Est-ce que néanmoins c'est si différent de ce qui était observé à la même époque et de ce que nous observons maintenant dans la population générale, histoire de mettre un peu de distance par rapport à ces chiffres qui peuvent paraître assez effrayants? Alors tout d'abord, et c'est ce qu'on vient de discuter à l'instant, ces chiffres de létalité, c'est-à-dire de mortalité induite chez les patients atteints, qu'ils soient cancéreux ou pas, est extrêmement fluctuante sur le plan géographique pour les tas de raisons qui viennent d'être rappelées, pour des raisons de population, des raisons climatiques, des raisons démographiques, des raisons peut-être sociopolitiques aussi, de prise en charge et d'action vis-à-vis de la pandémie, et puis bien sûr aussi pour des raisons méthodologiques, épidémiologiques, de mesure, de qualité de mesure et de modalité de mesure de ces chiffres-là. Donc une variabilité sur laquelle il faut être vigilant, avec néanmoins, vous voyez, et ce sont des chiffres de population générale,
je sais pas si, voilà, des régions en particulier dans lesquelles le taux de létalité semble extrêmement élevé, de l'ordre de 20%, finalement pas forcément si loin de ce qui a pu être observé en cancérologie. Pour ce qui est de la situation française, et donc vous voyez, données du 28 mai 2021, quand on reprend l'historique de la létalité des cas Covid-19 en France, population générale, au début de la maladie, et les chiffres que je vous ai présentés juste avant étaient surtout dans cette période-là, on était aux alentours de 20%, avec encore une fois les limites de modalité de capture de ces chiffres, mais néanmoins, finalement, peut-être qu'en prenant un peu de recul, tout patient confondu, la létalité de la Covid-19 n'est peut-être pas tellement supérieure chez les gens atteints de cancer, même si on en a eu l'impression au départ. Alors, plutôt que de réfléchir comme ça de manière globale, on peut essayer de comprendre finalement dans la population des patients atteints de cancer lesquels sont potentiellement les plus sévères ou lesquels sont les plus à risque de développer des formes graves, hospitalisation, passage en réanimation et décès en cas d'infection par Covid-19. Alors, le premier élément qui a surgi de ces analyses épidémiologiques qui ont été faites très rapidement, c'est que la létalité est 2 fois plus élevée chez les patients hospitalisés. Autrement dit, un patient qui a un cancer, qui est hospitalisé et qui développe une maladie Covid-19, quel que soit le mode de contamination, là encore une fois, on a revu tous les modes possibles il y a quelques instants, ces patients-là, étant hospitalisés, sont à risque de décès plus élevé que le patient ambulatoire qui est chez lui et qui développe, j'ai envie de dire, un Covid-19 communautaire. Donc c'est intéressant, il a fallu essayer de comprendre pourquoi chez les patients hospitalisés, la gravité de la maladie Covid-19 semblait supérieure à ce qu'elle pouvait être observée dans une population de patients atteints de cancer plus générale. Alors, premier élément, et on ne va pas tout citer, mais simplement quelques points importants pour comprendre la direction dans laquelle on est allé, ce sont des éléments cliniques, et c'est probablement en partie le cancer sous-jacent, donc le type de maladie cancéreuse dont le patient est atteint, qui va gouverner peut-être ce risque, avec une première émergence de choses qui peut paraître très simple, autrement, et assez logique quand on connaît la cause les formes graves les plus sévères de maladies Covid-19 qui sont des pneumopathies, donc des infections pulmonaires, eh bien ce sont les patients atteints de cancer du poumon ou atteints de cancer avec complications pulmonaires qui sont les plus à risque de développer des formes sévères et de décéder de la maladie Covid-19. Les autres éléments qui ont été rappelés tout à l'heure par Mme Crémieux sont aussi observés chez les patients atteints de cancer. N'oublions pas que l'âge moyen du cancer est plus élevé que l'âge moyen de la population. Le cancer est quand même souvent une maladie du vieillissement, mais pas que, mais quand même une maladie du vieillissement. Et la mortalité chez les patients atteints de cancer est également étroitement liée à l'âge, comme vous voyez là. Donc le cancer sous-jacent, l'âge, et puis un tout petit peu le sexe mâle ou femelle, homme ou femme, mais ceci est aussi un peu biaisé par les types de cancers qui sont associés à la gravité de la maladie. Alors en résumé, pour vous donner une vision un petit peu synthétique de cette question-là, on est arrivé peu à peu finalement à 3 ordres de facteurs de gravité que nous devons considérer et que nous continuons à considérer lorsqu'on est confronté à une situation de maladie Covid-19 chez un patient atteint de cancer, qui sont des éléments liés au patient lui-même, et là on est finalement dans la même configuration que la population générale, l'âge, les comorbidités, on a parlé du surpoids, le tabagisme peut-être, et puis les traitements en cours pour l'aspect cancérologique, et en particulier les chimiothérapies cytotoxiques dont on a globalement tendance à penser qu'elles aggravent le pronostic de la maladie Covid. Il y a des formes de cancer sous-jacents, les maladies pulmonaires ou avec atteinte pulmonaire et les maladies hématologiques malignes qui augmentent aussi le risque de létalité de la maladie Covid-19. Et puis n'oublions jamais cette bonne vieille clinique, comment le patient se présente, quels que soient ces facteurs de risque éventuels associés. Et c'est aussi souvent la présentation initiale de la maladie, la gravité respiratoire, l'extension de l'atteinte pulmonaire, telle que vous le voyez illustré ici, qui sont aussi des facteurs de gravité. Donc nous devons pas simplement nous arrêter à « Ah, il y a un cancer, ah, il y a Covid, c'est grave ». Non, c'est évidemment plus subtil que ça. Et il faut analyser finement la situation clinique individuelle, cancérologique et médicale du patient au moment où on le prend en charge. Deuxième partie qui est à l'inverse, que fait la maladie Covid et que fait la pandémie Covid en matière de cancérologie. Alors, il faut bien voir qu'on est dans une ambiance pas forcément rassurante, avec les gros titres de la presse tous les 15 jours, le Covid-19, dégâts collatéraux majeurs chez les autres malades étant notamment les patients atteints de cancer, pas uniquement, nos collègues cardiologues se sont aussi beaucoup prononcés sur le retard au diagnostic de l'infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et autres situations qui ont besoin d'un recours hospitalier urgent
et avec peut-être là aussi, mais je n'ai pas la compétence, des éléments de surmortalité ou surmorbidité dans ce contexte de pandémie. Donc en tous les cas, une crainte diffuse, alimentée par nos craintes naturelles, et puis certainement les expériences hospitalières multiples. Alors, il y a plusieurs, là aussi, aspects qu'il faut balayer et traiter quand on veut s'intéresser à cet aspect-là de la question, donc Covid vers cancer, qui sont les aspects de recommandation thérapeutique. Est-ce que l'arrivée de la pandémie a modifié nos pratiques? Est-ce que les parcours de soins également ont été changés? Et je vais bien sûr vous montrer que oui, au moins en partie. Et puis, il y a cette question infernale des délais de prise en charge et de l'éventuel retard au diagnostic avec l'impact possible sur la gravité des cancers présents ou à venir dans le cadre de cette pandémie. Alors, je ne peux pas ici vous résumer l'ensemble des recommandations et thérapeutiques qui ont été publiées en l'espace de 3 mois entre mars et juin l'année dernière, simplement pour vous livrer l'esprit général. Finalement, de manière assez intuitive en cancérologie, et donc ça nous a forcé à formaliser en quelque sorte nos pratiques, il y a des situations qui sont des situations faciles, qui sont des situations de surveillance, donc de gens qui ne sont plus en traitement, donc qui ont été atteints d'un cancer. On se retrouve dans une situation de population générale. Il y a des situations de cancérologie qui ne sont pas forcément des urgences. Le cancer ne veut pas dire urgence, et le cancer est souvent une maladie lente, et on a souvent le temps de donner du temps au temps, d'attendre un peu, de décaler un petit peu les traitements. Les procédures diagnostiques ne sont pas toutes urgentes, et là, c'est la qualité du dialogue entre le cancérologue et le patient qui doit mettre la situation à distance, l'expliquer, la relativiser et faire le tri, si vous voulez, des urgences. Et puis, bien sûr, il y a des situations avec un délai que j'ai qualifié d'impossible, où on sait très bien que parfois, même 15 jours, 3 semaines, nous disposons de modèles qui permettent de dire que 15 jours, 3 semaines de retard de prise en charge, et leucémie aiguë, tumeurs testiculaires majeures, etc., où on traite les gens en urgence le samedi soir, font qu'on ne peut pas attendre et que, tant pis, on y va quand même, et puis adviendra ce qui adviendra. Alors, un exemple parmi d'autres applicable au cancer du sein, que je n'ai pas pris au hasard puisque c'est mon domaine de compétences particuliers, avec quelques points clés. Ne pas décaler, vous voyez que j'ai mis avec des gros guillemets, parce qu'à l'intérieur du cancer du sein, il y a des situations faciles et des situations moins faciles. Donc on va nuancer cet aspect décalé ou ne pas décalé en fonction de la situation clinique présente. On peut privilégier une certaine partie de traitement préopératoire. Un cancer du sein ne se traite pas que par chirurgie, et la chirurgie n'est pas toujours l'acte thérapeutique le plus urgent, et nous avons des alternatives médicamenteuses possibles souvent qui peuvent tout à fait permettre aux patients d'être en dehors du circuit hospitalier et avec une qualité de soins à peu près équivalente. Il y a bien sûr des recommandations, pas spécifiques au cancer du sein, mais notamment nous disposons maintenant de beaucoup de médicaments qui ont des toxicités pulmonaires, et donc le cumul de toxicité pulmonaire avec des tableaux pulmonaires qui peuvent d'ailleurs faire évoquer des pneumopathies aussi sévères que le Covid-19 sont certainement évités. Et puis l'externalisation, encore une fois, des patients, le moins devenu possible à l'hôpital. Là aussi, nous avons la chance, en cancérologie mammaire, d'avoir un certain nombre d'alternatives orales, donc qui évitent, encore une fois, le passage du traitement à l'hôpital, et le développement important des soins à domicile et de la réalisation des soins à domicile, là aussi, était très aidant. Et en avril, nous avons saturé notre réseau de soins à domicile dans l'espace de quelques semaines, ce qui a donc posé d'autres problèmes. Mais clairement, ça a un peu changé nos pratiques. D'autres recommandations ont été émises concernant les essais thérapeutiques. Et vous savez à quel point cette notion d'essai thérapeutique nous occupe de manière quotidienne et pluriquotidienne en cancérologie, où 10 à 20% au moins des patients que nous prenons en charge, en tous les cas dans des hôpitaux académiques de type Curie, participent à un ou plusieurs essais thérapeutiques. Alors, il y a quelques points clés que j'ai soulignés dans ces recommandations internationales qui ont été édictées. Évidemment, l'évaluation du risque et surtout cette notion d'éloignement, encore une fois, c'est-à-dire essayons de gérer à distance ce que nous pouvons gérer à distance, y compris chez des patients atteints de cancer, y compris chez des patients en cours de traitement et y compris dans le cadre d'un essai clinique thérapeutique. Et d'ailleurs, nous avons pu le mettre en place. Et ça se traduit, vous avez là les chiffres, tout petit exemple de notre relevé d'activité permanent, et vous voyez qu'en mars, avril, mai, juin de l'année dernière, finalement, notre activité quotidienne de recherche clinique, en termes de présence à l'hôpital, a assez brutalement chuté, et ça pendant plusieurs semaines, puisque pratiquement tout l'été, avant de retrouver des niveaux similaires par rapport à l'année précédente. Donc ça a eu une traduction tout à fait immédiate sur nos organisations et nos activités. Il y a des recommandations évidemment qui ont été édictées à l'intention des patients.
avec des choses assez simples, mais qui ont le mérite d'être écrites et auxquelles on peut se référer sur l'aspect de considération générale, les mesures de protection, on en a déjà abondamment parlé, évidemment tout ce qui concerne les modalités thérapeutiques variées, les vaccins, il n'y a pas que le vaccin contre la Covid, on a aussi l'habitude en cancérologie de vacciner contre la grippe lorsque c'est la saison, le pneumocoque si possible, donc ne pas oublier ça. Bon, tout ce qui est gestion de stress et anxiété, et puis certainement la meilleure des recommandations qui est Trust Your Doctor, donc faites confiance à vos médecins, même si nous ne prétendons pas avoir toute la connaissance, et vous avez compris à quel point la connaissance est mouvante, néanmoins on essaye quand même de faire du mieux possible pour le bien de tous. Et puis certainement des recommandations aussi concernant le comportement à l'hôpital, et je vais y revenir aussi dans un instant, où là aussi la proximité, les mesures barrières, l'hygiène sont des éléments absolument indispensables qui prennent encore plus d'importance qu'en considération habituelle. Concernant nos circuits de soins, alors comment nous avons organisé, et évidemment comme dans la quasi-totalité des hôpitaux mondiaux, nos soins à l'Institut Curie, et je ne prétends pas donc être original, il a fallu mettre en place des secteurs Covid. Au pic de la crise Covid l'année dernière, nous avions jusqu'à à peu près un tiers de nos lits d'hospitalisation qui étaient occupés par des patients atteints de Covid. Donc voilà ce que c'est que le soin Covid. Vous avez tous vu ces photos 36 fois dans la presse, mais c'est un vrai effort. Voir dans une chambre un patient qui a un Covid, c'est s'habiller, ça prend 5 minutes minimum. Il faut parfois être plusieurs parce que ce sont des gens qui vont pas bien. Donc les soins prennent plus de temps. Nous avons mis en place des circuits dédiés pour l'imagerie, pour la radiothérapie, pour la chirurgie, pour le bloc opératoire avec des tests systématiques dès que les tests ont été disponibles. Donc vous imaginez la lourdeur de prise en charge lorsqu'il a fallu en même temps maintenir l'activité de soins de cancer et puis protéger à la fois les personnes et les personnels de nos établissements. Et puis certainement un des impacts les plus dévastateurs du Covid, qui est la limitation des visites. Nous soignons des patients graves qui sont atteints de pathologies chroniques, dans des contextes humains et sociaux souvent difficiles et douloureux. Quand on doit empêcher les amis, la famille de venir, qu'on doit limiter le nombre de personnes, qu'on doit limiter la durée de visite, vous imaginez l'impact, et on n'a toujours pas fini de le mesurer aujourd'hui, j'en suis absolument persuadé. À telle enseigne que, en termes de pratique, nous avons dû mettre en place, en fait, comme on dit, on apprend en marchant, donc nous avons mis en place, et c'est la modélisation de mon institution, qu'on appelle une RCP, vous savez, ces réunions de concertation pluridisciplinaire, onco-Covid, si vous voulez, qui a associé à peu près toutes les spécialités de l'hôpital. Bien sûr, les médecins qui font du diagnostic, donc quel est l'état de la pneumopathie Covid, par exemple, les cancérologues référents, les médecins de soins palliatifs, les médecins de la douleur, les personnels de la cellule éthique de l'institution, les soignants, si possible la famille, ou un représentant de la famille lorsqu'il y avait des décisions, et nous avons été confrontés comme tous à des décisions absolument terribles de choix de traitement ou d'abandon de traitement en cas de confrontation de cancer grave et pneumopathie à Covid grave. Donc je ne vais pas passer tout en détail, mais simplement pour vous montrer à la fois le nombre d'intervenants que nous avons mobilisés pour assurer au mieux les décisions thérapeutiques que nous avions à prendre à l'échelon individuel, et l'ensemble des considérations, qu'elles soient médicales, personnelles, sociales, là aussi que nous avons inclus dans nos processus de décision, avec bien sûr également des éléments de traçabilité et d'information absolument essentiels. Une autre pratique qui a été mise en place très rapidement, alors voilà le modèle du Princess Margaret à Toronto, mais qui s'est très bien appliqué chez nous aussi, qui est la téléconsultation. Alors on fait depuis toujours de la téléconsultation sans le savoir, on est toujours des Monsieur Jourdain de la médecine, on a toujours des patients au téléphone tous les jours, donc en fait on fait de la téléconsultation. Sauf qu'on le fait sans le dire, que ce n'est pas chiffré, il n'y a pas d'activité, c'est à peine tracé dans les dossiers, on ne sait plus très bien à qui on a téléphoné. Donc là, il y a un petit bénéfice secondaire qui est l'apprentissage de la télémédecine, au sens clinique du terme. Alors, soit téléphone, soit visio, et alors on a tous appris à passer des heures devant nos écrans, y compris donc avec nos patients, avec, vous voyez, très rapidement et de manière intense, puisque une majorité finalement de consultations ont pu se passer à distance, en tous les cas pendant une certaine période. À titre personnel, humainement, je trouve ça assez désagréable, mais ça a rendu un nombre de services incalculable, en tous les cas pour assurer la continuité du suivi et garder le lien avec nos patients et ne pas, autant que possible, interrompre le processus thérapeutique. L'autre élément qui est à noter, c'est que les patients, alors dans un modèle canadien, en tous les cas, sont plutôt satisfaits, voire très satisfaits. Alors, est-ce qu'ils sont satisfaits du fait d'être à distance? Est-ce qu'ils sont satisfaits
d'avoir gardé le contact avec leur équipe de soins référente. C'est bien sûr un mélange de tout ça. Néanmoins, ça veut dire qu'on peut continuer, en tous les cas dans certaines circonstances, c'est-à-dire nous continuons maintenant que cette technique est à peu près structurée, acquise et que les esprits se sont faits. Impact important également sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'externalisation des traitements. Alors, autres chiffres, vous voyez, qui sont les chiffres d'activité ambulatoire, donc au printemps, puis à l'été. Donc en haut, c'est 2019, en bas, c'est 2020. Et donc, vous voyez, brutalement, là aussi, nos activités se sont effondrées. Donc, ça a d'autres conséquences pour les finances des hôpitaux. Vous savez que nos hôpitaux sont tarifés à l'activité. Et donc, il a fallu certaines mesures gouvernementales pour soutenir nos hôpitaux, sans quoi nous étions confrontés à des potentialités de déficit majeurs, ce qui ne seront évidemment pas viables sur le long terme. Vous voyez qu'en fin d'année, on a repris un niveau d'activité à peu près normal. Nous sommes aujourd'hui à un niveau d'activité à peu près normal. Quel effet la pandémie a eu sur les soins, au-delà de ces aspects de réorganisation et des aspects humains que j'ai essayé d'évoquer là? Alors, de manière générale, il y a plusieurs facteurs qui peuvent modifier le soin idéal, c'est-à-dire l'adéquation du soin réalisé par rapport aux recommandations. Lorsqu'on s'intéresse particulièrement à deux points importants en cancérologie, qui sont les aspects de chirurgie, et vous voyez que le Covid a beaucoup impacté la chirurgie, et puis a beaucoup impacté aussi, 27% par exemple ici, les soins médicaux, autrement dit les traitements médicaux qu'on peut donner. Qu'est-ce que ça signifie si l'on s'intéresse à ce point en particulier? Bien, lorsqu'on regarde, si vous voulez, dans la partie gauche de la diapositive, les traitements donnés dans la période printanière ici, donc au moment de l'émergence, si vous voulez, de la pandémie, que ce soit chez les patients dits en première ligne, deuxième ligne ou maladies plus avancées en cancérologie, eh bien, quelle que soit la situation, autrement dit, y compris dans les phases assez précoces de la maladie, il y a eu un impact majeur sur l'administration des traitements anticancéreux. Et ça, c'est vrai, c'est la partie droite de la diapositive, quelles que soient les classes médicamenteuses, à l'exception peut-être des traitements oraux, qui est le corollaire de ce que je vous disais il y a un instant. Il y a quelques traitements qu'on a un peu retardés en raison notamment des effets secondaires pulmonaires possibles, mais globalement, on a plutôt privilégié les traitements oraux quand on pouvait, par rapport aux traitements intraveineux qui nécessitent leur source hospitalière et qui sont un peu plus souvent associés, ou en tous les cas potentiellement associés à des formes graves de Covid-19. Autre point thérapeutique est la vaccination. Alors on va bien sûr y revenir dans un instant avec M. Fischer, mais les recommandations sont venues assez vite en matière de vaccination des gens atteints de cancer, avec quelques éléments clés qui concernent les populations pour lesquelles il a été recommandé de privilégier un accès rapide au vaccin, qui sont bien sûr les patients en cours de traitement et à fortiori curatifs, y compris, vous voyez, dans des maladies plus avancées, il n'y a pas de raison de ne pas traiter comme il faut les patients qui ont des cancers avancés, bien évidemment. Et puis certaines formes de radiothérapie, soit qu'elles atteignent le thorax pour les raisons évidentes de pneumopathie, soit le système lymphatique pour des raisons évidentes d'immunité, font partie des recommandations. Est-ce que ces vaccins sont efficaces? Alors on le saura probablement dans les semaines ou les mois qui viennent. Si l'on utilise des éléments intermédiaires qui sont les dosages anticorps neutralisants, avec deux publications extrêmement récentes, celle-ci date d'hier soir. Quand on regarde une population contrôle ici, des populations atteintes de cancer solide en vert ou d'hémopathie maligne, globalement, le taux d'anticorps neutralisants est sensiblement le même, peut-être un tout petit peu inférieur. Ici, c'est les patients atteints de cancer, ici, c'est les personnels sains, avec quelques exceptions quand même que vous voyez là, de patients ici et là qui développent un taux plus faible, voire nul, d'anticorps neutralisants après vaccination contre la Covid-19. Donc il y a certainement des patients qu'il conviendra de bien identifier, mais qui sont à risque d'avoir une immunité vaccino-induite moins bonne. Et c'est l'objet de la recommandation, donc je pense que M. Fischer reviendra, du Conseil d'orientation de stratégie vaccinale et puis donc de la Direction générale de la santé très récemment, selon les vaccinations déjà administrées, selon l'état d'immunodépression et selon la tranche d'âge, eu égard aux complications possibles, par exemple des vaccins à adénovirus, comme ceci a été amplement discuté, et y compris donc en termes de nombre d'épisodes de vaccination. Et enfin, dernier chapitre, mais qui n'est pas négligeable, qui est l'histoire des délais. On a parlé des traitements, mais il y a aussi l'aspect de diagnostic. Alors, j'ai appelé ce chapitre un peu réalité et fantasme, parce qu'on a encore pas mal, à mon avis, dans le fantasme. Il y a néanmoins quelques éléments objectifs qui ont été observés. Le premier, parmi les premières données publiées, qui sont ces données néerlandaises, qui montrent bien, vous voyez, la diminution du nombre de diagnostics de cancer. Les Néerlandais ont des registres extrêmement bien faits, qui permettent de suivre assez facilement leur épidémiologie en temps réel de cancérologie. Donc finalement, les diagnostics, vous voyez, se sont quand même
un peu effondré ici, et en particulier tout ce qui est diagnostic de cancer cutané où on ne peut pas faire de diagnostic sans voir les gens. On peut voir une mammographie à distance, mais on ne peut pas faire de diagnostic de cancer cutané sans voir les gens, ce qui souligne bien que l'interaction comme avec le patient reste quand même un élément essentiel. Si l'on regarde les dépistages, parmi les modélisations, enfin plutôt les observations, pardonnez-moi, qui ont été faites, vous voyez qu'il y a là aussi un creux net, 2018-2019, ici 2020, pouf, au printemps de l'année dernière, il n'y a plus d'activité de dépistage. Ça, c'est pour le cancer du sein, ça, c'est pour le cancer colorectal. Néanmoins, et heureusement, assez vite, on retrouve une activité sensiblement normale. Le bon sens prévaut, mais on a bien senti que là, il y avait, quand on a figé, vous savez, nos sociétés il y a un an, ça a des impacts absolument évidents. Alors, est-ce que ceci aura un impact sur le long terme? On ne le sait pas encore, évidemment. Là aussi, il y a des schémas de modélisation. On a parlé de modélisation il y a un instant, alors qu'ils sont plus ou moins optimistes, et je ne suis pas du tout un modélisateur. Néanmoins, on voit qu'il y a des cancers pour lesquels l'impact ne sera pas forcément le même. Le cancer du sein, on peut imaginer qu'il y a une petite surmortalité, et ça, on ne le sait pas aujourd'hui. On le saura dans 3 à 5 ans, peut-être, en admettant que nous ayons des cohortes épidémiologiques bien faites. Le cancer du col utérin, ça ne change pas grand-chose, Dieu merci. Le cancer colorectal, on voit qu'il y a des situations où on peut arriver à des formes beaucoup plus graves de cancer parce qu'on n'aura pas fait le dépistage comme il faut. Et il faudra bien sûr s'intéresser à ça de près dans les années qui viennent. Alors, une autre manière de fantasmer un peu cet impact du délai du diagnostic, et là aussi en matière de modélisation, non pas d'impact du retard au dépistage, mais d'impact du retard au diagnostic simplement de cancer avéré. Avec finalement 3 types, ou 3 grandes familles, si vous voulez, de cancers, là que j'ai entouré en orange, en vert et en rouge, en se posant la question de l'impact d'un retard de 3 mois, en se disant, ben voilà, on passe le pic pandémique, donc on a 3 mois de retard au diagnostic, et quel est cet impact sur la survie moyenne, alors sur moyenne en jours que vous voyez là, donc 30 jours, 60 jours, 80 jours, 150 jours, donc ce n'est pas énorme, mais ça donne une première idée. Vous voyez qu'il y a des situations, par exemple le sein, le rein, la prostate, le cancer rectal ici, où peut-être il n'y a pas... Alors, la modélisation nous dit qu'il n'y a pas d'impact majeur, donc pas de drame. Et finalement, ça vient aussi sous-tendre ce que j'ai pu vous montrer il y a un instant pour les cancers du sein, où il n'y a pas forcément d'affolement, on peut retarder un peu parfois les traitements, un peu la chirurgie, etc. À l'inverse, il y a des situations où le retard au diagnostic, l'œsophage ici, le pancréas par exemple, abandon degré, l'oropharynx, le cancer du poumon, sont des situations où on ne peut pas se permettre d'attendre. Et donc où il a fallu, on le sait bien, ce sont des cancers souvent diagnostiqués à des stades plus avancés, de pronostics spontanés qui sont plus sévères. Mais ces éléments nous aident à forcer, si vous voulez, les circuits de bloc opératoire, les circuits chirurgicaux, les circuits de réanimation, et j'en passe. En termes de projection à distance, au-delà des 120 jours de tout à l'heure, avec plusieurs scénarios, je n'entrerai pas dans le détail de ces scénarios, vous voyez que l'impact n'est pas le même. Ici, ce sont les cancers du sein. Donc peut-être une toute petite perte, on verra dans 5 ans si on a perdu 3-4%. C'est possible, ce n'est pas du tout certain. Simplement, on aura peut-être traité plus lourdement les patientes, mais le pronostic à long terme sera le même. C'est simplement la charge en soins qui ne sera pas la même. Pour le cancer du poumon, c'est peut-être pas la même histoire. Là, probablement, il y aura des excès de décès par cancer du poumon dans les années qui viennent, liés au retard du diagnostic. Si tant est qu'on puisse faire des diagnostics précoces dans le cancer du poumon, mais il y a un mouvement important dans ce sens-là. Et enfin, pour terminer, je ne voulais pas oublier les personnels de soins, dans lesquels je m'inclus tout à fait, avec, vous voyez, dès avril 2020, donc très vite, une inquiétude de la communauté sur l'impact de la maladie Covid-19 et de la pandémie sur les personnels de soins. On parle bien du cancer, le cancer workforce. Et donc, comment la pandémie va jouer sur le fonctionnement et le vécu des personnels. Alors, nous avons été confrontés, comme d'autres, à des fuites de personnel, à des fermetures de lits, à des délais de mise en traitement, on vient d'y revenir, mais des délais de mise en traitement pour les personnels, c'est pas facile. Dire à un patient que, écoutez, non, on va vous opérer dans 3 mois, vous comprendrez que humainement, médicalement, c'est quand même extrêmement difficile. On pourra en débattre si vous le souhaitez. Monsieur Fumolo, qui est le directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie, a fait un communiqué très récent, qui souligne bien que nous avons des difficultés pour recruter les infirmières. Moi, je suis obligé de fermer un tiers de mon service pendant 3 mois à compter de mardi, ce qui ne m'est jamais arrivé en 30 ans d'hôpital. Donc vous imaginez bien les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Les départs n'ont pas été remplacés et Curie doit se résoudre à transférer certaines chimiothérapies dans d'autres établissements. Donc il y a un impact qui est un impact secondaire, cette espèce de deuxième vague qui n'est pas forcément la vague Covid. Nous n'avons plus de patients Covid aujourd'hui. Nous avons très peu de personnel atteints de Covid-19 aujourd'hui. Nous sommes très vaccinés, Dieu merci. Et les patients ont bien appris à se protéger. Néanmoins, on voit qu'il y a une espèce de ressac, si vous voulez, ici, qui est d'onde de choc avec laquelle il va falloir vivre
j'espère cette année et pas l'année prochaine, et pouvoir tenir un discours un peu plus joyeux dans ce même lieu dans quelques mois. Donc en résumé, on peut dire que chez le patient atteint de cancer, la Covid-19, qu'est-ce que ça fait? Alors c'est peut-être un peu plus fréquent avec les précautions que j'ai évoquées au départ. C'est probablement plus grave dans des situations à haut risque, soit de comorbidité conventionnelle, soit de certaines pathologies cancéreuses, soit de certains types de traitements. Ça a forcé notre réflexion à nos organisations, et ça c'est une bonne chose. On ne théorise pas toujours bien ce que nous faisons, et ça c'est une excellente chose. Ça a un peu modifié, j'ai envie de dire un peu parce que nous sommes revenus aujourd'hui au personnel prêt, à des pratiques de soins à peu près normales et conformes aux principaux référentiels thérapeutiques, Dieu merci. L'impact, encore une fois, de tout ceci reste à mesurer. Il faudra attendre les analyses de survie de tous ces patients-là pour voir si finalement ce qu'on craint se révèle vrai. Et puis enfin, et je réinsiste là-dessus, clairement la pandémie, alors ça n'est pas réservé à la cancérologie, mais c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, a fragilisé les personnels et les structures de soins. Vous savez que l'hôpital est en souffrance depuis bien longtemps et que des détonateurs comme la Covid ont mis en évidence les limites de notre système hospitalier et il faudra bien falloir y réfléchir. Et c'est ce que disait Madame Fleury il y a 1 an, c'est-à-dire au tout début de la pandémie, qu'on vit dans l'illusion de la pseudo-performance et de l'individualisme mal compris. Et il a certainement une réflexion à avoir là-dessus. Et que la santé, la recherche, tout ça, ce sont des biens communs. Et que cette prise de conscience dont tout le monde s'est glorifié il y a à peu près 1 an, est-ce que ça va produire la véritable mue que nous attendons tous pour réviser notre système hospitalier et le rendre enfin digne de ce nom? Nous avons une bonne couverture sociale en France. Est-ce qu'on a un bon système hospitalier? Le débat est ouvert et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Paul, pour vraiment cette formidable ce recul. Peut-être avant que la première question arrive, sur les difficultés, ce que tu appelles les fuites de personnel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est une conjonction, tu vois, c'est Paris, les difficultés de vivre à Paris, l'appel... voilà. Alors, il y a un effet parisien certain, pas unique. Je perds 14 infirmières. Voilà, donc 14 infirmières, d'un coup, ça pose des problèmes. Alors ces départs, il y a des personnes qui étaient en fin de contrat qui ne reviennent pas, des intérimaires qui ne reviennent pas, des personnes qui partent en province, 2-3 grossesses, et ça c'est la vie. Mais ce qui veut dire que nous ne sommes pas capables d'absorber ce que nous absorbons en temps normal, on n'est plus capable de l'absorber parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Voilà, c'est aussi concret que ça. Oui, merci Paul. Donc, plusieurs questions, dont l'une qui se rapporte un petit peu au sujet, qui était est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact respectif d'indisponibilité des soignants en toute cette année passée, quelle qu'en soit la cause, sur les délais de prise en charge, mais aussi sur la crainte des patients, en gros, d'attraper le Covid à l'hôpital. Il y a eu tout cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si on a des données mesurables, mais ton ressenti de cette question-là. J'entends 2 questions. Il y a l'aspect nosocomial. La crainte des patients de venir à l'hôpital et la peur d'attraper la maladie, le Covid, pour des patients qui ont un cancer, et donc qui a pu retarder la prise en charge si tout ça est confirmé, d'une part, et d'autre part, l'indisponibilité des personnels, soit parce qu'ils ont eux-mêmes attrapé la maladie, soit parce qu'ils ont aussi peur de tout ça, enfin, etc. Alors, pour ce qui est de la crainte des patients à venir, on l'a très bien expérimenté au moment où on a mis en place la téléconsultation. Parce qu'en fait, ça a très bien marché tout de suite. Alors ça, c'est vrai pour les patients qui sont en cours de traitement, qui sont déjà diagnostiqués, qui sont dans un circuit de prise en charge. L'impact sur ne pas venir pour un épisode de diagnostic, une mammographie, un scanner recommandé par le médecin, un diagnostic potentiel de métastase par exemple, ça aujourd'hui je n'ai pas de chiffres. De même que, est-ce que c'est la moindre disponibilité des soignants qui a un impact? Je pense que nous allons être confrontés maintenant. Ce n'était pas forcément le cas il y a 1 an. Nous avons eu des soignants atteints comme tout le monde,
Mais j'ai envie de dire, on s'est débrouillé. Comme d'habitude, lorsqu'on a des arrêts maladie, on se débrouille. Là, on est quand même, c'est ce que je disais à Dominique il y a un instant, confronté à une espèce de petit moment critique de cumul d'absentéisme, enfin d'absence en fait, de carence de personnel. On peut espérer que ça soit transitoire. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais il faudra être vigilant là-dessus, oui, tout à fait. Alors, on a une deuxième question, qui est plus en rapport avec la sérologie après une infection Covid chez les patients qui ont le cancer et les recommandations vaccinales. Je pense que tout ça va pouvoir être aussi discuté après. Mais en parler, juste pour soulever la question, c'est quelqu'un qui se préoccupe de savoir la recommandation après une infection Covid est d'attendre au moins 3 mois pour faire une vaccination. Et donc cette personne suggère ou demande si un suivi sérologique étroit ne serait pas possible et si on pourrait décider de faire la vaccination qu'à partir du moment où, je suppose, le taux d'anticorps neutralisants chuterait, etc., etc. C'est une préoccupation assez spécifique sur la crainte d'une infection Covid chez les patients qui sont suivis pour un cancer. Alors, on n'a pas, nous, aujourd'hui, de programme de suivi sérologique. Si ce n'est chez les soignants de Curie. Bon, pourquoi pas, mais ce qui est un modèle de population non cancérole, non atteinte de cancer. Après, je ne suis pas d'ailleurs sûr, mais peut-être que M. Fischer répondra sur ce qu'est aujourd'hui un taux d'anticorps utile. Je ne suis pas sûr que la normalité soit définie. Je ne sais pas si les techniques de dosage sont absolument normalisées. Et ça s'applique d'ailleurs, à mon avis, au-delà du cancer. Oui. Oui, absolument. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de corrélat de protection assuré entre le taux d'anticorps neutralisants en particulier, ce sont les plus intéressants, et la protection clinique. Donc, ça vaut la peine, dans le cadre d'études, de suivre les profils sérologiques. Par exemple, les collègues transplanteurs d'organes qui sont confrontés à des Covid sévères post-vaccination ont fait des études assez précises, mais pas que. Il y a quelques études dans le domaine du cancer, mais je pense qu'à l'échelle d'un individu aujourd'hui, malheureusement, cela ne permet pas d'être un facteur de décision. On a encore le temps Oui, prenons le temps. C'est une question Il y a très... des questions. Il y a une question, alors elle, c'est un cas concret. Paul, quelqu'un qui a attrapé le Covid dans un contexte professionnel et qui a un cancer du poumon. Et la question est que c'est quelqu'un qui revient d'un congé de 8 mois et qui est de retour au travail hier. Et donc il se pose la question de savoir si, dans la mesure où il y a eu des cas de contamination de Covid dans son environnement professionnel, cette personne a eu un cancer du poumon, est-ce qu'il peut retourner travailler demain? J'espère qu'il est vacciné. Je pense que la seule bonne réponse est celle-ci. J'espère qu'il est vacciné. Et s'il n'est pas vacciné? Ça dépend de son métier. Voilà. Ça dépend de son métier, certainement, et ça dépend de la proximité, éventuellement, et puis ça dépend, ça a été très bien redit tout à l'heure, de la qualité des mesures barrières, dont aujourd'hui on ne peut pas se passer, qui sont mises en place dans son entreprise. Attends, parce que c'est quasiment en direct. Je précise que je suis vacciné c'est une femme, depuis février. Je n'ai pas de raison de voir une contre-indication. La question peut-être sous-jacente, c'est est-ce que quand on a eu un cancer, y compris un cancer du poumon, est-ce qu'on peut estimer que est-ce qu'il y a un risque particulier d'attraper la Covid ou de gravité en fonction du délai après la mise en rémission? Il y a une littérature fragile sur le sujet, c'est pour ça que je ne l'ai pas traitée en fait. Elle est très fluctuante, mais ça dépend probablement beaucoup des traitements qui ont été donnés, ça dépend beaucoup des séquelles de ces traitements. Schématiquement, ce qui est à peu près admis, c'est que 6 mois après la fin de tous les traitements, il n'y a pas de raison d'avoir un surrisque par rapport à la population générale, à comorbidité égale. Comorbidité permanente, surpoids, etc., diabète, autres. Pas tellement le cancer, si on admet que c'est un élément du passé médical et plus du présent. Merci beaucoup Paul, bravo.